Mustapha, si tu veux bien, je t'inviterais bien à prendre le micro pour ouvrir la danse et nous faire part un petit peu de ce que tu as observé ces dernières années sur l'évolution des compétences, l'évolution des méthodologies et de finalement ce qu'on attend de la fonction achat dans les collectivités, toutes ces nouveautés que tu as vues émerger toi aussi sur les années passées. Effectivement, nous on est parti de la base, de zéro, il n'y avait pas grand-chose. Et grâce notamment à l'ADEME, puisque le premier appel à projet auquel on a répondu, c'était à l'ADEME, Nouvelle-Aquitaine, qui portait ça. Et on a pu nous structurer une démarche achat responsable grâce à l'accompagnement de l'ADEME. On a répondu au premier appel à projet en accompagnant 5 directions pour les acculturer à la prise en compte du développement durable, bien sûr, à tout ce qui est social aussi dans la commande publique, parce qu'il y avait beaucoup de freins. On a fait aussi beaucoup d'interventions auprès des fédérations professionnelles pour présenter la clause d'insertion, mais aussi tout ce qui est écolabel pour les sensibiliser. Donc les méthodologies ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, ça foisonne. Nous, à l'époque, quand on avait une rencontre régionale, c'était l'événement. Aujourd'hui, c'est non-stop, c'est tout azimut, ça va dans tous les sens. Des fois, on est un peu submergé, mais comme on dit, c'est un domaine mouvant, comme l'a dit Flora. Ça bouge tout le temps, donc on ne s'ennuie pas. Et il faut tout le temps s'adapter. Donc nous, on privilégie aussi beaucoup le réseau. On travaille beaucoup avec les réseaux, aussi bien 3AR, mais aussi dans les réseaux professionnels, France Urbaine, etc., qui nous permettent de capitaliser et de voir un peu ce que font les autres, un peu le benchmark, mais aussi de partager notre expérience, d'accompagner des communes, des collectivités qui nous sollicitent pour développer justement des compétences, mais aussi transmettre des méthodologies. Voilà comment... Compétences, méthodologies, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, vous avez travaillé sur l'approche fonctionnelle dans la détermination du besoin. Donc, si tu veux nous en dire un petit mot. Tout à fait. Alors, dès 2007-2008, nous, on s'est aperçu que nos collègues, dans les cahiers des charges, il n'y avait pas tellement d'approche fonctionnelle du besoin, pas de définition fonctionnelle. C'était des CCTP souvent qui étaient repris année après année, surchargés, qui ne faisaient pas place à l'innovation, très peu de variantes. Pourtant, les variantes, ça permet l'innovation. Donc, on les a acculturés. On a formé à peu près une dizaine de directions. À peu près 120 agents ont été formés, des techniciens ingénieurs, pour participer à une meilleure définition de notre besoin. On continue aujourd'hui, puisqu'on a monté un module au service achat, dédié au service opérationnel, sur la définition du besoin. Un module de 2 jours sur les achats responsables, sur la négociation et sur les demandes d'achat. Tu as évoqué d'autres mots-clés là, dans ce que tu viens de nous dire, par exemple les achats innovants. Vous faites partie des collectivités qui ont travaillé sur les achats dits innovants. Si tu veux nous en dire un petit mot, peut-être. Effectivement, on a travaillé avec Flora Vigreux et la DAJ. D'ailleurs, c'était mon prédécesseur Alain Vergne que je salue, puisqu'on a contribué au guide. Et le guide a été présenté au ministère à la DAJ. Nous, on l'utilise, on se l'est approprié rapidement parce qu'on a été impliqué dans la rédaction du guide. On l'a déployé aussi en interne, à peu près 36 achats aujourd'hui innovants. Alors ça touche tous les domaines. Il faut savoir que l'innovation, elle s'entend au sens large. Ça peut être une innovation technique, environnementale, incrémentale, de rupture sociale. Donc voilà, nous on a essayé d'avoir une interprétation souple du dispositif, ce qui nous permet d'être toujours proactif et de le proposer au service. Sur les achats innovants, tu as un tout petit exemple là, qui te vient en tête parmi tout ça? Alors, le dernier exemple, nous, le plus emblématique, c'est les masques biosourcés biodégradables que nous avons développés, pour lesquels nous avons eu un trophée de la commande publique. Donc là, on est en phase de breveter le produit. Il répond à la norme 2R, donc c'est censé remplacer un peu, être une alternative aux masques chirurgicaux issus de la pétrochimie. Donc, c'est basé sur de la matière naturelle locale, en plus. Et il y a un aspect biodégradable qui est intéressant sur le plan environnemental. Okay. Tu as aussi encore évoqué un autre mot-clé, c'est l'insertion. On en parlait aussi en aparté. Donc, tu as cité le fait que vous aviez travaillé en collaboration avec les fédérations d'entreprises. Tu as aussi vu le regard évoluer sur la capacité à faire de la clause d'insertion et le regard évoluer à la fois de vous en tant que maître d'ouvrage, mais aussi les entreprises par rapport à ce dispositif. Alors effectivement, souvent au départ, en fait, en 2006, les entreprises le voyaient comme une contrainte. Alors aussi bien en interne qu'en externe. Alors les entreprises, pour elles, c'était une contrainte. Elles avaient peur, en fait, de ne pas trouver de personnel, d'avoir une surcharge sur le chantier. Et en interne, nos ingénieurs, ils étaient rétifs. Ils nous disaient non, ça va coûter plus cher, on ne va pas savoir que faire des publics, on va avoir des difficultés. Bon, finalement, bon an, mal an, on a travaillé avec les fédérations et elles se sont saisies du dispositif pour en faire une chance, un levier, notamment de recrutement. Nous, le premier marché, c'était le marché de voirie.
Donc à l'époque, marché de voirie, il y avait toujours de la pénurie de main-d'œuvre et former des agents, la clause d'insertion, ça servait souvent de sas de recrutement. Donc aujourd'hui, la clause sociale s'est démocratisée, mais à l'époque, il fallait se battre pour pouvoir l'intégrer et la faire accepter par les entreprises, mais aussi par nos techniques en interne. Aujourd'hui, la clause sociale, elle est devenue monnaie courante. Nous, on met de la clause dans tous les marchés, prestations intellectuelles, marché de maîtrise d'œuvre, marché de médiation. Voilà, donc il n'y a plus de limite. Okay. Par rapport justement, pour te poser une dernière question, avant peut-être une prochaine, mais ce serait un exemple d'achat qui retient ton attention et comme tu évoquais le BTP notamment, est-ce que sur un exemple de marché que tu souhaiterais peut-être repartager avec tout le monde? Oui, alors sur nous, la voirie, notamment la voirie, parce que pour nous, la voirie communauté urbaine, c'était une compétence importante et nous avions des bastions, donc c'était un peu imprenable. Donc pour faire bouger les lignes, c'était un peu compliqué. Oui. Donc on avait travaillé sur un appel à projet voirie durable avec l'ADEME, justement, qui portait ça. On avait essayé de sensibiliser les services. Ensuite, ce qui nous a beaucoup aidé en interne sur la voirie, ça a été toutes les démarches structurantes, comme le plan climat, les agendas 21 et surtout Citergie, où en fait les directions opérationnelles ont été challengées. Donc nous, quand on est arrivé en proposant des clauses environnementales ou des critères environnementaux, alors, au début, ils étaient un peu rétifs, puisqu'ils étaient sur des vieilles techniques, notamment l'enrobé à chaud, à 200 degrés. Ils avaient quand même des objectifs pour baisser en fait, les gaz à effet de serre. Et là, effectivement, nous, on a proposé plutôt des enrobés tièdes, avec un abaissement de température en critère, passer de 200 degrés à 90 degrés, ce qui avait un impact fort sur le développement durable. Alors, les techniciens nous disaient aussi, ça ne va pas être possible, les entreprises ne sont pas équipées, elles ont des centrales à chaud, ce n'est pas possible, on va être infructueux. Sauf qu'on a vu que le marché, quand on lui lance un message, il le comprend. Les structures, les entreprises se sont adaptées. Elles ont investi dans de nouveaux matériels, des centrales d'enrobés nouvelle génération, et elles ont produit de l'enrobé tiède. Aujourd'hui, l'enrobé tiède, c'est une spécification technique obligatoire dans tous nos marchés. Là où c'était, bien sûr, alternatif à l'époque. Merci beaucoup Moustapha pour ces propos qui illustrent concrètement le changement, évolution progressive des procédures, du critère à la spécification technique et l'accompagnement au changement des pratiques, tant fournisseurs qu'en interne.